chaud, mais Bonjour on à se tous. réveille. On est à Japan Expo, on est content. C'est le premier jour, on va démarrer en douceur avec une toute petite série que peu de monde connaît, quelque chose vraiment d'intimiste. Hein. En français, ça s'appelle Les Chevaliers du Zodiaque. Et les Japonais l'appellent Saint Seiya, parce que cette année, nous fêtons les 30 ans des Chevaliers. Ouais, 30 ans déjà, 30 ans, Ouais. 1986. Cachez pas votre joie. Hein. Et pour en parler, j'ai choisi une bande de personnes qui s'y connaissent un petit peu, on va dire. Et je vais les laisser se présenter. Et puis après, on vous parlera un petit peu du plan qu'on a mis en place. Et puis on discutera tranquillement de Saint Seiya. Qui veut prendre la parole? Qui veut se présenter? Bonjour à tous, moi je suis Olivier Fallet. Alors j'ai un t-shirt Crunchyroll parce que je travaille maintenant pour Crunchyroll, mais c'est pas pour ça et ni à ce titre que je viens vous parler de Saint Seiya, puisque on ne diffuse pas Saint Seiya, en tout cas en France. Moi j'ai travaillé pour Animeland en tant que rédacteur en chef pendant 8 ans et j'ai également rédigé, ça je t'avais pas dit, un hors-série sur Saint Seiya qui est sorti il y a 6 mois avec le jeu vidéo, un magazine qui s'appelle Inside et qui était vendu et qui faisait un petit bilan sur tout ce qui était sorti sur Saint Seiya. J'ai fait toute la partie consacrée au manga et à l'animation. Voilà. Et puis il y a quelques années, j'ai édité aussi la bande originale de Saint Seiya sur un label qui s'appelait Logarithme, mais ça c'était déjà il y a pas mal d'années. Mais c'était un chouette coffret. Merci. Je l'ai. Pas mal de cordes à ton arc. Est-ce qu'on nous entend bien, juste pour savoir? Ok, d'accord. Bon. Donc moi je m'appelle Sébastien Goguet, c'est écrit sur le petit carton, voilà. Moi je travaille chez Tsume, donc Tsume on est éditeur de figurines de collection, de statuettes de collection, de différentes séries manga, en particulier Saint Seiya, puisque la deuxième pièce qu'on a sortie était de cette série, et ça fait moi presque 20 ans maintenant que je suis dans le milieu du manga, et puis je regardais beaucoup les Chevaliers du Zodiaque, donc évidemment je connais. Alors, donc moi c'est Jean-Philippe Dubrul, je m'excuse d'avance d'être arrivé un peu en retard et essoufflé. Ça va. Mais même si nos corps sont brisés, le cosmos, lui, est immortel. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Et donc voilà, qui je suis donc, je suis président de l'association pour l'essor de l'univers Gundam, les gros robots japonais. Mais je viens... Mais quel rapport avec Saint Seiya? Aucun, le métal, voilà, le métal, l'élément... Si on creuse, il y a quand même des petites choses qui rejoignent. l'élément fondamental. Mais voilà, je suis pas là pour vous parler de robots, il y a déjà d'autres gens qui le font très bien. Je suis là sur l'invitation de Loud en tant que fan de Saint Seiya, voilà, depuis très longtemps. J'ai pu suivre les œuvres de Sébastien Shitsume, les sorties d'Olivier. Et voilà, je suis très content d'être parmi vous pour discuter de cette œuvre magnifique qui nous réunit aujourd'hui, qui est Saint Seiya. Et puis moi, je suis Loud, c'est moi qui ai proposé à Japan Expo une conférence sur Saint Seiya, sur les 30 ans. J'ai 36 ans, donc en fait, à l'âge de 8 ans... Tu les fais pas? Ouais, je sais. Ça, c'est les cheveux longs, mais quand tu regardes, il y a pas mal de cheveux blancs, là, ici. Il voulait dire tu fais plus. Ouais, c'est ça, je te le dis. Et en fait, c'est à l'âge de 8 ans, moi, ce que j'appelle l'âge de raison, que j'ai découvert Saint Seiya à la télé. Et depuis, je suis amoureux du manga, de l'animation japonaise. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle La Bande Animée. On a plusieurs projets vidéo. Et puis, c'est déjà pas mal que le spectacle commence, j'ai envie de dire. Alors, rapidement, le plan. On va déjà s'atteler à parler des œuvres fondatrices du mythe. C'est-à-dire en 1986, qu'est-ce qui est arrivé et qui a provoqué Saint Seiya. Ensuite, on verra les raisons du succès. Pourquoi est-ce que Saint Seiya a marché? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont ici pour parler de Saint Seiya? Hélas, la fin d'un mythe, bien évidemment, Saint Seiya, ce n'est plus ce que c'était à l'époque. Donc on verra un petit peu les raisons pour lesquelles Saint Seiya a commencé à décliner. Et puis on viendra quand même sur les répercussions 30 ans après. Vu que nous sommes tous là pour en parler, c'est qu'il y a encore quelque chose. Il y a encore la flamme. Le cosmos brûle encore un peu. Et on verra si c'est quelque chose d'éphémère ou si ça va durer des siècles et des siècles. Alors, commençons par les œuvres fondatrices. Et bien évidemment, le principal objet pour lequel Saint Seiya a été créé, c'est le manga. Est-ce que quelqu'un veut nous parler un petit peu du manga de Saint Seiya? Le manga de Saint Seiya, il est publié dans ce magazine mythique qui reste encore mythique aujourd'hui, c'est le Weekly Shonen Jump. Donc aujourd'hui on connaît ce magazine puisque c'est dans les pages de ce magazine de prépublication que paraît One Piece, que paraît Bleach, qu'apparu Naruto également et de grands mangas shonen. Et l'apogée justement de ce Weekly Shonen Jump qui a commencé je crois à la fin des années 60, c'est vraiment les années 80 et le milieu des années 80.
C'est à l'époque où va être révélé Akira Toriyama, qui commence Dr. Slump au début des années 80, et évidemment Dragon Ball en 85. En 85, on a aussi Muscleman, Kinnikuman, qu'on ne connaît pas très bien en France, mais qui a un hit immense là-bas au Japon et qui fait partie justement des œuvres qui vont influencer l'auteur de Saint Seiya. Et puis voilà, c'est l'époque où on va trouver Wingman, on va trouver City Hunter, on va trouver Ken le Survivant, Hokuto no Ken. Et Saint Seiya, il commence à cette époque-là. Arrêtez-moi, c'est 1985 aussi, le début du manga, c'est ça? Janvier 86. Janvier 86. Voilà. Et donc voilà, le magazine est à son apogée. C'est un magazine qui vend plusieurs millions d'exemplaires tous les mois. C'est le fer de lance du manga, c'est le magazine le plus vendu au monde. Et quand Saint Seiya arrive, forcément, il bénéficie de cette fenêtre et de ce succès. Mais Saint Seiya, il arrive aussi comme un manga qui rentre dans les codes et qui utilise tous les codes qu'on va retrouver dans les mangas qui paraissent dans le Jump. Ces codes, c'est le dépassement de soi, c'est l'abnégation, le sacrifice pour aller au-delà de ce que l'être humain est capable de faire. Et tout ça avec une dose qui va être propre à l'auteur, de mythologie et un environnement qui fait évidemment la caractéristique de chacun des mangas qui paraît dans ce magazine. Alors Sento Seiya, c'est un manga qu'on pourrait nommer dans le style Neketsu. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que quelqu'un pourrait nous définir un petit peu ce que c'est que le Neketsu? En fait, Neketsu en japonais, ça veut dire sang brûlant. Et donc, c'est les mangas vraiment d'aventure où l'action et le dépassement de soi ont le plus d'importance par rapport aux autres récits. C'est-à-dire qu'on a vraiment différents types de shonen, que ce soit le shonen d'aventure comme Dragon Ball ou Dragon Quest, on a le shonen de sport comme Olive Tom ou Slam Dunk, on a le shonen romantique comme Kimagure Orange Road ou Video Girl High. Des fois, on a des shonen qui sont à mi-chemin, hein, comme Wingman, qui est mi-aventure, mi-romantique. Et vraiment, le Neketsu, c'est la quintessence, c'est justement Saint Seiya. C'est le premier manga où, pour le coup, on voit la visualisation justement de ce sang qui brûle avec le cosmos qui va vraiment, qui a sa première représentation graphique. On va avoir la même chose dans Dragon Ball Z avec l'aura autour d'eux. Et c'est vraiment ce qui représente cette volonté inaltérable, ce qui fait que le héros se relève en permanence. Et c'est peut-être une des raisons justement, mais on va développer ça dans tout le long de la conférence, c'est une des raisons du succès de Saint Seiya à l'époque et encore maintenant, c'est que c'est un manga qui est à la fois en plein dans les codes, justement comme le disait Olivier, tout en ayant une enveloppe qui est très novatrice à l'époque et qui est très exotique. Car normalement, le principe du manga, c'est surtout dans les années 80, puisque le Weekly Shonen Jump date de 68, donc il est encore relativement jeune. On est dans des histoires qui se passent dans le quotidien. Le but, c'est que les petits écoliers japonais, quand ils lisent les histoires, ils s'y retrouvent et ils comprennent les choses. C'est pour ça que dans Wingman, le gamin, il va à l'école et on retrouve ça dans beaucoup d'histoires. Les histoires exotiques, c'est encore assez rare. Et Saint Seiya, le principe, c'est de complètement basculer le truc en utilisant des choses dont on n'a absolument pas l'habitude. On n'est pas dans le Japon, on n'est même pas dans le folklore japonais ou dans le ninja, on est dans la Grèce antique. On est dans la Grèce antique, donc un truc qu'on comprend absolument pas, qu'on n'apprend pas à l'école, contrairement à chez nous où on étudie ça en 6e. Ensuite, on a toute cette histoire avec la cosmologie, avec les constellations, etc. On est dans une histoire qui vraiment emmène les lecteurs à des années-lumière, justement, et ça va être, à mon avis, un des points de succès. Je voulais revenir aussi sur un petit peu l'origine du Neketsu. Donc Masami Kurumada, c'est vraiment lui qui va transcender ce genre avec Saint Seiya. Et on peut citer aussi l'œuvre qu'il lance juste avant Saint Seiya, qui est aussi assez fondatrice, qui s'appelle Ring Nikakero. C'est une série sur la boxe qui n'a jamais été éditée en France, mais on retrouve aussi déjà tous ces codes et ce fameux Neketsu. Mais la source du Neketsu, même si ça ne portait pas encore ce nom-là à cette époque-là, c'est un auteur, je pense qu'on ne peut pas ne pas le citer dans cette conférence, qui s'appelle Ikki Kajiwara. C'est un scénariste de manga. La première grande série qu'il a fait connaître au Japon, c'est une série des années 60 qui s'appelle Kyojin no Hoshi, l'étoile des géants. C'est une série sur le baseball, c'est une série sportive. Et on retrouve déjà là toutes ces caractéristiques d'un héros qui va vraiment devoir, mais plus que se surpasser, qui va souffrir, qui va, avec son équipe, ils vont en baver, ils vont devoir presque affronter la mort pour arriver à, match après match, à gagner une compétition de baseball. Donc ça, c'est une série très très importante au Japon qui a eu un énorme succès en manga, qui a été adapté plusieurs fois à la télévision en dessin animé. Et ensuite, il y a une autre série qu'on connaît mieux en France qui est d'Ikki Kajiwara, c'est Ashita no Joe.
Encore une histoire de boxe. D'ailleurs, c'est pas pour rien si le premier grand manga de Kurumada est justement sur la boxe. Et Kurumada cite justement cet auteur comme une de ses principales influences. Voilà, Shitanujo qui était sorti en France chez Glénat et dont on avait eu quelques épisodes à la télé. Là aussi, on retrouve encore une fois toute cette source, puisqu'on a vraiment... C'est l'histoire d'un boxeur de la rue qui va en baver, qui est un petit peu rebelle, qui va plus que se surpasser pour arriver à son but, et avec en plus une fin tragique à la fin, qu'on va pas spoiler, même si elle est déjà très connue. Voilà, ça fait partie des œuvres fondatrices et qui vont vraiment marquer Masami Kurumada et qui vont lui donner l'envie de dessiner ce style de manga, mais comme on l'a dit, ensuite en l'adaptant à ses idées et à son propre style. Alors une petite anecdote pour rebondir sur ce que dit Olivier. Il faut savoir que dans l'adaptation animée de ce fameux Kyojin no Hoshi, qui est le manga fondateur de baseball et du Neketsu, dans l'adaptation animée, le héros est doublé c'est le premier rôle d'un certain Toru Furuya, qui par la suite doublera Seiya lui-même dans Saint Seiya. Donc voilà, la petite anecdote pour faire le lien du Neketsu dans le domaine du doublage. Mais pour rebondir aussi sur ce que disaient mes camarades, on a vu que Saint Seiya, à sa sortie en manga, avait bénéficié, de la puissance de feu du Weekly Shonen Jump, avait bénéficié du contenu qu'il proposait, du Neketsu, de la cosmologie, comme tu en parlais, de ces éléments de Grèce antique très exotiques, qui donnaient un attrait. Un point fort aussi de ce manga, c'est dans la manière de raconter l'histoire. Alors j'anticipe un petit peu, mais c'est en gros le cliffhanger, tout simplement. C'est-à-dire que oui, quand vous publiez chapitre par chapitre, évidemment pour donner envie au lecteur de lire le chapitre suivant, vous devez mettre du suspense, mais chez Kurumada c'est particulièrement violent. Je dis ça sans jugement de valeur, hein, c'est l'artillerie lourde, parce que voilà, pour vous donner un peu le corollaire, je sais pas si alors je parle plus de l'animé que du manga, mais c'est la même logique. Je sais pas si vous voyez ces fins d'épisodes de Saint Seiya en animé, où il y a un gros suspense, une petite musique au violon électrique qui fait des ouin 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 comme ça, et qui vous laisse sur attention, voici le plus fort des chevaliers d'or. Et ça, à la fin de chaque maison, tu vois, on présente le suivant comme le plus fort, donc on se dit oh là là, qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Avec un petit harmonicelle qui va bien aussi. Voilà, qui va bien. Mais voilà, Kurumada a aussi cette manière de raconter l'histoire, et il l'a dit dans plusieurs interviews, hein, que certains fans peuvent lui reprocher des fois qu'ils se contredisent au fil de l'œuvre. Il dit lui c'est le plus fort, mais en fait non c'est lui, ou alors machin. Bon, il a plusieurs fois dit, en fait je m'en fous un peu, je suis là pour divertir, je suis là pour donner de la tension, de l'émotion, donc je mets du cliffhanger dans mes chapitres. Et bon, on a tous regardé la montée du sanctuaire, que ce soit en manga ou en animé, et malgré les montées d'escalier, on est tous arrivés jusqu'au bout. Preuve que le suspense fonctionne, voilà, dans cette œuvre qu'on aime tous. Et ce qui est très intéressant justement dans la structure narrative du manga, c'est quand on regarde bien, en fait, Kurumada écrit une œuvre qui s'inscrit complètement en fait dans la continuité des tragédies grecques. Quand vous regardez, vous avez des héros qui se retrouvent dans des relations familiales impossibles, dans des duels où en fait il va falloir choisir entre sauver sa sœur. On est tous les chevaliers de bronze sont frères. Ils sont tous demi-frères. Je veux dire, le truc est absolument impossible. Il y a Hyoga, son rapport avec sa mère qui est assez particulier, et vraiment on retrouve une espèce de pesanteur dans ce manga. On est loin de la légèreté d'un Dragon Ball justement qui est publié à peu près à la même époque, même d'un City Hunter qui est encore à ce moment-là dans ses débuts, bon, à part le tout premier chapitre sur la poussière d'ange qui est assez dark. Ensuite City Hunter, même si c'est un récit plus adulte, ça reste un récit très léger. Saint Seiya, c'est un récit dramatique dans la plus pure tradition, quoi. Encore plus probablement que Hokuto no Ken. Eh ben, ça va me permettre de faire la transition par rapport à l'animé, parce que justement Koyama qui s'occupait du scénario de Saint Seiya avait bossé sur Dragon Ball préalablement, et il a été un petit peu emmerdé parce qu'il s'est retrouvé avec une série où lui il avait l'habitude de faire de l'humour. Je crois que son surnom c'était Koyama le drôle ou quelque chose comme ça, et là on lui a dit ben non, tu vas pas pouvoir. Il a essayé. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, dans les premiers épisodes de Saint Seiya, moi je me rappelle de Seiya qui passe l'aspirateur de manière très rapide parce que Saori arrive chez lui. Voilà. Il y a aussi toutes les scènes où il joue au foot, où il tente à retourner, il se viande. Mais oui, c'est vrai que Saint Seiya, il n'y a pas forcément cette dose d'humour qu'on pouvait retrouver dans un Dragon Ball. Donc parlons un petit peu de l'animé qui est sorti
seulement 10 mois après le manga. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très rapide. Ça s'est fait de manière très rapide. Et puis il bénéficiait d'un créneau horaire qui était vraiment intéressant, vu que c'était le samedi soir à 19h sur TV Asahi. Voilà. Quelqu'un veut nous parler un petit peu de cet animé? En fait, là aussi, on est vraiment dans une grande époque où on a un circuit entre les succès justement de manga et les chaînes de télévision. Il y a déjà à cette époque-là, depuis 10 ans, quelque chose qui s'est établi. Les chaînes de télévision qui sont en demande de programmes sur leurs créneaux phares, qui sont effectivement les fins d'après-midi entre 17h et 20h, elles vont piocher pour la plupart dans les succès de manga, parce qu'un succès de manga, c'est beaucoup plus facile à adapter, c'est la garantie d'avoir déjà un titre qui fonctionne, qui a fait ses preuves, en tout cas sur la bande dessinée. Et le Jump, cette machine à succès, a déjà aussi des accords. Quasiment tous les gros hits du Jump sont systématiquement adaptés par le même studio, Toei Animation, qui est le plus gros studio d'animation au Japon. Donc je vais vous reciter les mêmes exemples que tout à l'heure, mais Dr. Slump, Dragon Ball, Muscleman, Wingman, Ken, toutes ces séries, et assez rapidement ont fait l'objet d'une adaptation à la télévision par le studio Toei Animation. Donc effectivement, on est quand même dans une machine qui est bien huilée, et Sanseiya, il voit effectivement, je pense, dès le départ le potentiel de la série, mais voilà, on est dans un système où, voilà, un succès dans le Jump, allez, on pense tout de suite série. Et je ne sais pas si vous imaginez la difficulté, qui est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, d'arriver à produire une série pendant que le manga, lui, continue. Parce qu'évidemment, le manga de Sanseiya, il va se terminer seulement, je crois, en 1991 ou 92, c'est ça? Le manga, c'est 90, l'animé un petit peu avant, vu que la partie voilà. ADS n'avait pas été faite en 89. Donc, on se retrouve avec ce problème, c'est que un chapitre hebdomadaire ne peut pas donner naissance à un épisode hebdomadaire, puisque la diffusion elle est hebdomadaire une fois qu'elle est lancée au Japon, comme la publication. Donc forcément, à un moment, il va y avoir un problème. Surtout quand on commence 10 mois après, ça veut dire que très rapidement, on va rattraper le manga. Donc c'est pour ça qu'on a ces fameux épisodes qu'on appelle aujourd'hui filler. On n'employait pas ce terme à l'époque, mais dans Sanseiya, on connaît très bien maintenant toutes ces périodes. On sait aujourd'hui que l'arc Asgard, il a été inventé de toutes pièces par la production de l'animé. Tout simplement parce qu'il fallait redonner un petit peu, faire une pause, mais sans pouvoir arrêter la diffusion pour pouvoir adapter Poséidon. La même manière, il y a plusieurs étapes dans la série où l'histoire du dessin animé va être rallongée, les chevaliers noirs qui sont rajoutés, les chevaliers d'acier qui sont ajoutés, là aussi pour des raisons aussi de partenaires, pour donner naissance à des jouets. De succès. On y reviendra Les après. chevaliers des abysses, tristement. Donc voilà, mais le tour de force du studio, c'est d'arriver, comme tu le dis, à monter une production 10 mois après le lancement. Et ça, voilà, il se repose sur des valeurs sûres là aussi. L'équipe de réalisation, le réalisateur de Sanseiya, je crois le premier, Kozo Morishita, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans le studio, qui a fait un certain nombre de séries. Le character design, on va en parler, Shingo Araki, Michi Emino, qui sont des personnes qui travaillent depuis 10 ans aussi avec le studio Toei Animation. Seiji Yokoyama pour la musique, qui a déjà composé les musiques d'Albator. Voilà, évidemment, ces choix sont absolument pas innocents. Ils vont contribuer au succès, à la réussite de cette série animée. Mais on est sur quelque chose qui est bien rodé et où rien n'est laissé au hasard. Rapidement, un petit mot pour ce qui, pour moi, fait le lien, fait la transition entre le manga et l'animé, c'est les Scene Close Series. Alors, c'est quoi les Scene Close Series? En fait, ce sont les figurines qu'en France, alors à une époque, on les a appelées les D-Cast ou alors les figurines vintage. Est-ce que quelqu'un veut en toucher un petit mot? Ouais. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que pour lancer à cette époque un dessin animé, ça repose sur 3 choses. Un studio qui va financer une partie de la production. Ça coûte très cher de faire un dessin animé, c'est encore le cas aujourd'hui, il faut le rappeler. Donc tout cet argent, il va être investi par le studio, il va être investi par la chaîne de télévision qui va avoir un programme phare et qui va lui permettre ensuite de vendre de la publicité. Et ensuite, le troisième mode de financement, c'est les produits dérivés. Et forcément, toutes ces séries, elles reposent sur du jouet, on n'est pas sur de la figurine de collection. À cette époque-là, c'est pas encore très courant. On est vraiment sur du jouet de masse. Donc, on a voilà, Bandai, qui est le gros fabricant de jouets japonais, qui dès le départ est dans ce projet. Et le projet de l'animation de Sanseiya, il repose sur un investissement de Shueisha, l'éditeur du manga, parce qu'il sait aussi que ça va lui faire de la publicité et qu'il vendra encore plus de mangas, sur Fuji, dans ses TV Asahi, la chaîne de télévision, Toei Animation et Bandai. Voilà, on a les 3 financements qui vont permettre de lancer la production. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose de beaucoup plus complexe parce qu'on n'a plus des gens qui sont capables de mettre, aussi peu d'intermédiaires qui sont capables de mettre beaucoup d'argent.
On a aujourd'hui 15 intermédiaires différents qui vont investir dans une production télé. Mais à cette époque-là, voilà, il faut cette équation. Il faut ces 3-4 acteurs, un studio, une chaîne, un fabricant de jouets et éventuellement l'éditeur de l'œuvre originale. Et c'est comme ça qu'on lance un projet. Donc Bandai, ils sont dès le départ dans le projet et eux, ils vont dire « Oui, mais nous, il faut qu'on puisse faire des figurines. » Pour faire des figurines, c'est des contraintes mécaniques. À cette époque-là, on ne peut pas faire des choses aussi fines qu'on peut le faire aujourd'hui. Donc voilà pourquoi les armures, elles vont être un petit peu modifiées et adaptées. Elles ne seront pas exactement comme celles du manga. Oui, alors sur l'animé, comment dire, je ne sais pas si j'anticipe un petit peu, mais on peut pas. Enfin, tu voulais lancer les figurines, pardon. Oui, parler un petit peu des figurines et du lien qu'il peut y avoir, enfin, le lien qui peut être créé grâce aux figurines entre le manga et l'animé, parce qu'il est réel. Ah oui, totalement. Il faut savoir que, donc, un truc très évident, mais quand on regarde le manga de Saint Seiya, on voit que les armures ont une certaine, surtout les chevaliers de bronze, les armures ont une certaine dégaine. C'est plus des protections de skateboarder qu'autre chose. Vous avez des protège-genoux, une vague couronne autour de la tête, c'est très très light. Et du coup, on voit la progression de chevaliers de bronze, d'argent et d'or au fait qu'on a de plus en plus de protection. Or, voilà que l'animé débarque et les mecs, ils sont déjà vachement protégés quand même. Ils ont des casques qui rappellent Gundam. Shingo Araki, il a dit lui-même qu'il s'était inspiré de ça avec le Andromède, son antenne, etc. Donc pourquoi, d'où vient cette modification? Pourquoi on a ces armures beaucoup plus couvrantes qui contredisent la logique même du manga? Eh bien, c'est pour les figurines. C'est Bandai qui a demandé, jugeant les designs du manga originaux pas très sexy et pas très compatibles avec des jouets, parce que imaginez les mêmes jouets, les petites figurines avec les pièces en métal qui se clipsent. En version manga, bah, vous avez un protège-genou, une couronne et puis c'est fini. C'est pas très sympa pour un enfant pour faire joujou. Donc du coup, Bandai demande à Shingo Araki, c'est lui qui est aux manettes, de redesigner ses armures en des motifs un peu plus complexes, un peu plus riches, plus figuratifs aussi, parce que quand on regarde l'armure de Seiya au Chiryu, on voit la tête de Pégase, on voit la tête du dragon. C'est pas évident quand on regarde les designs du manga. Donc voilà, le lien en fait entre le manga, l'animé et les figurines qui servent de trait d'union, il se voit dès le premier épisode, dès l'esthétique de la série. Et on le voit encore après, puisque évidemment, donc il y a les Chevaliers des Aciers qui ont été mentionnés juste avant, qui sont rajoutés et qui sont un pur produit commercial. Hein. L'idée, c'est de rajouter des nouveaux personnages pour pouvoir vendre les jouets. Donc en fait, on design les jouets, puis on les intègre dans le dessin animé, comme ça ils sont populaires et on va les vendre. Et il y a aussi le principe de renouveler les armures, quoi, de ramener des nouvelles versions de façon à ce que tout simplement les enfants puissent racheter des nouveaux jouets. Parce qu'évidemment, si vous avez Shiryu dans sa version 1, ben vous ne l'avez pas dans la version 2 qui est vachement mieux, où il utilise ses nouvelles attaques et où il est vachement plus design. Donc si vous avez la collection, évidemment, il vous les faut tous. Donc il vous faut la version 1, la version 2, la version 3. Ensuite, un peu plus tard, on y viendra, il faut la version, la version divine. Il faut, je sais plus s'il y a une autre... Non, je crois que la version... Non, il y a la version divine, puis il y a la version Kamui. Enfin voilà, ça permet à chaque fois de cumuler à chaque fois. Pareil pour les Chevaliers d'Or, on a les Chevaliers d'Or normaux, mais ensuite, à partir du moment où il va y avoir Hadès, on va pouvoir avoir les mêmes armures, mais en version spectre. Donc voilà, il y a une vraie réflexion de merchandising, parce que justement, dans le comité de base, il y a un fabricant de jouets et que c'est pas un philanthrope à un moment donné, comme le disait Olivier, s'il met plusieurs centaines de milliers d'euros par épisode pour pouvoir financer le dessin animé, ça veut dire que lui, derrière, il y a un retour sur investissement. Sinon, il fait faillite et donc il n'y a plus de dessin animé derrière, de toute façon. Allez, on va enchaîner parce que sinon on est parti pour des heures et des heures et des heures. Alors on en a déjà un petit peu eu un entreaperçu tout à l'heure, mais les raisons du succès, elles sont très nombreuses. Mais voilà, moi je voulais quand même parler un petit peu du staff et les artistes qui se trouvent derrière, que ce soit le mangaka Kurumada dont on a parlé, on va encore en reparler, le duo de designers Araki et Himeno, le compositeur, et puis aussi un petit mot sur les seiyuu. Qui veut nous parler un petit peu de Kurumada Masami? Kurumada, et c'est, on va dire un petit peu quelle était cette personne, qu'est-ce qu'il faisait. Je peux en parler sinon rapidement. Tu seras plus à l'aise. Ouais. Donc Kurumada, c'est un mangaka qui est né dans les années 50. Il habitait Tokyo et c'était vraiment de la middle class, vraiment middle class. Middle class pour tout, middle class financièrement, mais middle class aussi au niveau de son talent. Il n'était pas très très doué pour l'école. Le seul, on va dire, petit point fort qu'il avait, somme toute relatif, lui en est bien conscient, c'est au niveau du dessin. Voilà, il touchait un petit peu. C'est bien qu'il en soit conscient. Voilà, il touchait un petit peu au dessin, tout en sachant que c'était pas non plus un killer. Mais voilà, c'était son point fort.
il a découvert les mangas un petit peu comme tous les enfants dans les librairies de prêt. Voilà, donc il a découvert le manga et puis petit à petit il a commencé à en avoir un petit peu marre de ce style et il a préféré se lancer dans le gekiga. Alors, même si maintenant le gekiga est englobé dans la culture manga, il faut savoir qu'à l'époque il y avait les mangas étaient répartis en deux catégories, les mangas pour enfants, rapidement, les mangas pour enfants, les mangas drôles. Voilà, ça s'appelait manga. Et les mangas plus pour adultes, ce que nous on qualifierait de seinen en fait maintenant, qui était le gekiga avec des histoires plus réelles. Donc lui, il s'est pris d'affection vis-à-vis de ces histoires, et notamment d'un auteur qui s'appelle Motomiya Hiroshi. Alors il n'est pas très connu en France, il n'y a pas eu grand chose qui est sorti chez nous. Il y a Je ne suis pas mort, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, voilà, son manga de prédilection, c'était Otoko Ippiki Gaki Daisho. Un manga sur les banshō. Alors, qu'est-ce que c'est que les banshō? Imaginez des lycées avec des élèves, mais il y a toujours des élèves qui sont un petit peu bagarreurs, et il y a toujours le super bagarreur du lycée. C'est lui le banshō qui a pour mission, on va dire, de défendre, non pas la veuve et l'orphelin, mais les lycéennes et les lycéens. Et c'est dans ces histoires-là que Kurumada se retrouvait, parce que c'était un petit délinquant, vraiment un petit délinquant, même si la Shueisha, à une époque, a essayé de le faire passer pour un gros lascar. Et la Shueisha lui demandait dans ses interviews de mentir sur son passé en disant « Ouais, vas-y, mais dis-leur que t'es vraiment badass. » Alors que... Mais ça se voit dans les photos de lui qui poste, il a vraiment l'air d'un parrain. Avec la cigarette et tout, ouais. Limite Yakuza. Donc voilà, il a réussi à entrer il a réussi à publier dans le Weekly Shonen Jump en envoyant des essais qui n'étaient pas forcément réussis. Il n'avait pas de réponse, il a été toqué, il a dit mes dessins, ça vous plaît pas? Tiens, on a un manga qui s'appelle Samurai Giant, on a besoin d'un assistant, est-ce que tu veux bien filer un coup de main? C'est comme ça qu'il est rentré dans le Weekly Shonen Jump, parallèlement à sa vie d'étudiant et parallèlement à ses créations de manga, puisqu'il a essayé de créer une paire d'histoires. Son premier manga, c'était Sukeban Arashi, une histoire de banshō, sauf que c'était au féminin, c'était une nana avec des armes dans les jupes, quelque chose comme ça. Et puis ce manga-là s'est un petit peu cassé la margoulette après le crack financier, enfin non, c'est pas un crack financier, comment on dit, le choc pétrolier au début des années 80, si bien que le Weekly Shonen Jump a dû faire moins de pages. Donc quelques séries sont passées à la trappe. Sukeban Arashi. Il était deg, il était vraiment deg. Hop, qu'à cela ne tienne, il va relancer c'est un neketsu quand même, Kurumada, faut pas l'oublier. Hop, il enchaîne, il fait Ring Nikakero. Alors là, Ring Nikakero, c'est un gros succès. Ça marche bien. Dans le Weekly Shonen Jump, c'est vraiment ceux qui fonctionnent le mieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, au Japon, cette série est plus connue que Sanseiya. Les Japonais identifient Kurumada à Ring Nikakero avant de l'identifier à Sanseiya. Si Sento Seiya a marqué le monde, Ring Nikakero a bien marqué le Japon. De la même façon que les Japonais identifient Toriyama plus à Dr. Slump qu'à Dragon Ball. Mais pour vous donner une idée, parce qu'on l'a pas trop décrit, ce que c'est Ring Nikakero, on a dit que c'est un manga de boxe. Faut imaginer, vous voyez dans Senseiya, quand ils balancent leurs attaques, les météores de Pégase et tout ça, c'est pareil mais sur un ring de boxe. C'est-à-dire que les mecs, ils se battent avec des gants de boxe et tout, mais ils crient des noms d'attaque, il y a des effets, il y a du vent, il y a des... Pas des lasers, mais presque. Voilà. Donc on voit les ferments de Senseiya dans Ring Nikakero, Senseiya c'est Ring Nikakero avec des armures, faudrait le dire dans ce sens-là. Voilà. Et même si Ring Nikakero a eu un énorme succès, là aussi Kurumada est un peu déçu parce qu'en fait, il n'a pas eu le droit à une diffusion en animé. C'était un de ses rêves et ça n'a pas marché. Bon mais c'est tout, il va repartir sur autre chose. Alors on va passer l'épisode Fumano Kojiro qui est je dis pas que c'est un manga un petit peu bâtard, mais voilà, c'est pas quelque chose sur lequel il fondait beaucoup d'espoir. Et il a créé Otoko Zaka. Otoko Zaka, c'était quoi? C'était le Otoko Ippiki Gaki Daisho, version Kurumada. Donc un manga sur les banshō, vraiment dans la plus pure tradition. Et puis ça a fait un flop. Ça a fait un flop parce que après il a essayé d'analyser les raisons de son échec. Alors pour lui, ça venait de quoi? Ça venait, il n'y a pas de super attaque. Donc dans le prochain manga, on va mettre des super attaques. Et ça manquait, on va dire, de références culturelles. Kurumada était parti sur des histoires de banshō, quelque chose qu'il connaissait bien. Il s'est dit à un moment donné, je ne vais pas réussir à créer un univers dense si je me limite à ça. Donc il a commencé à lire beaucoup de choses. Il a commencé à lire des récits historiques japonais. Il a commencé à s'intéresser à la culture européenne. Il a regardé beaucoup de reportages. Et Vlatipa qui tombe sur un reportage sur la cosmologie, avec les météores de Léonide.
C'est une des premières choses qui vont faire démarrer Saint Seiya. Donc on a parlé un petit peu de Kurumada. J'aimerais aussi qu'on revienne sur deux autres personnages qui sont très importants. Araki Himeno au Kara Design. Là, je pense que vous avez pas mal de billes là-dessus, messieurs. Mais ce sont deux personnes qui ont commencé dans l'animation très tôt, dans les années 60, et voilà, qui ont commencé à émerger en travaillant sur des séries comme Cutie Honey chez Rimiel, Versailles Nobara, Lady Oscar, Ulysse 31. Voilà, c'est des gens humbles en fait. Faut savoir qu'au Japon, on met pas en avant les gens qui travaillent sur l'animation. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont venus en France, bon, qui sont malheureusement plus là pour Shingo Araki, mais voilà, qu'on a rencontrés, qui ont été sous le feu des projecteurs. Mais il faut, même encore aujourd'hui au Japon, peu de gens s'intéressent. Les mangakas sont des stars, mais pas les gens qui travaillent dans l'animation. Mais par contre, ils sont connus des professionnels. Et c'est vrai que voilà, le duo Araki-Mino, ça faisait partie des gens qui savaient travailler très vite, très bien, être efficaces. Parce que c'est ça l'animation japonaise aussi. À cette époque-là, c'est une industrie et tout ce qui repose sur l'animation japonaise, c'est de l'économie d'animation, mais essayer d'être au plus juste, d'avoir un dessin simple, mais qui donne les sentiments, qui transmet les émotions et qui permet de faire passer des choses. Et voilà. Et des gens comme Araki Himeno, ce sont des gens qui savaient parfaitement transcender tout ça. Je dirais même qu'ils ont transcendé le trait. C'est vrai qu'on critique souvent le trait de Kurumada qui peut être un peu daté, qui est en fait daté sur ses influences, les mangas des années 60, les mangas Neketsu. Et eux, ils ont su le porter sur une animation contemporaine des années 80 et même au-delà, puisque, bon, même si aujourd'hui ça commence à être aussi estampillé un petit peu années 80, en tout cas c'est un design qui a beaucoup plus traversé le temps. Donc c'est en cela qu'ils ont apporté beaucoup. D'ailleurs, on peut voir l'évolution dans le trait même d'Araki qui, à la fin de son manga, était lui-même un petit peu influencé par le trait de l'animation. Et enfin, une autre personne qu'on a citée tout à l'heure et qui est vraiment très importante, c'est la musique. Arriver à mettre une bande sonore sur ces combats, ce n'était pas forcément quelque chose d'évident. Il y a beaucoup de compositeurs au Japon à cette époque-là. Et Yokoyama, alors je ne saurais pas expliquer quel est le choix et qui a eu l'idée d'aller chercher Yokoyama sur Saint Seiya, mais c'est vrai que sa suite symphonique, ses violons, et ça fait partie du trio magique de ces personnes qui ont... Il y a beaucoup de gens, on pourrait citer aussi le réalisateur, les scénaristes qui se sont démenés pour rallonger un petit peu l'histoire par rapport à l'œuvre originale, mais c'est vrai que la musique fait partie aussi. Est-ce que Saint Seiya serait aussi connu que ça l'est encore aujourd'hui sans les musiques de Yokoyama? Je pense qu'on peut vraiment se poser la question. Et puis oui, on était aussi à un âge d'or où on avait les moyens de se payer un orchestre symphonique, un compositeur qui pouvait travailler là aussi rapidement parce qu'il lui a fallu peu de temps pour composer tous ces thèmes, mais quelle richesse! Il y a eu au moins 8 CD de bande originale pour contenir toutes les musiques qui ont été composées, et tout ça enregistré avec un vrai orchestre, avec des musiciens, c'est quelque chose qui est absolument impossible aujourd'hui. Et une des autres personnes, tu parlais de trio magique. Alors allez, passons au quatuor, parce que c'est Kurumada lui-même qui le dit. Il dit que pour que Saint Seiya vive en animation, il a besoin de Yokoyama aux musiques, il a besoin de Araki Himeno au design, et il a besoin d'une autre personne, c'est Furuya Toru. Tu peux nous en dire deux petits mots? Alors, tout simplement, j'ai commencé par une critique de vieux con, c'est que maintenant, quand on regarde des animés, on voit quel est le jeu des comédiens de doublage japonais. Ils sont beaucoup dans l'exagération et on a cette impression qu'ils habitent leur personnage. Ouais, il y a des réactions, des cris, de l'intensité dedans. Or, quand on les compare au seiyuu il y a 20 ou 30 ans, on s'aperçoit qu'on a perdu un peu en jeu. Maintenant, dans le doublage japonais, c'est surtout maintenant qu'il y a des écoles de doublage, etc., les comédiens interprètent surtout des types, des rôles types. Et vous avez le jeune ténébreux, le mec un peu fragile mais qu'il ne faut pas embêter, etc. Voilà. Mais ce sont tout le temps les mêmes types. Voilà. Le mec qui joue Rivai dans l'Attaque des Titans, Hiroshi Kamiya, il joue le même rôle tout le temps. Alors il joue très bien, mais il joue le même rôle tout le temps. Ce détour pour vous dire que les seiyuu, les comédiens de doublage qu'on a eu dans Saint Seiya, c'est la top classe de ce qui se fait dans le doublage japonais. Franchement, Toru Furuya, donc celui qui incarne Seiya, dont on a dit qu'il avait déjà joué le héros de Kyoji no Hoshi, on le connaît. En fait, Seiya, c'est son vrai rôle
d'ampleur en termes d'action. Finalement, il n'y a pas eu tant d'autres rôles que ça emblématiques de Seiya. Il y a eu Max dans Max et compagnie, il me semble. Il a quand même fait Yamcha dans Dragon Ball. Oui, Donc dans Yamcha. DBZ, évidemment, c'est ridicule, mais Yamcha Mais en dans effet. Dragon Ball a un rôle qui est important. Et en fait. dans une série ô combien importante. Voilà. Mais Toru Furuya, c'est vraiment Seiya et il incarne vraiment à merveille. Enfin, il le joue super bien. C'est lui, Seiya, en fait. Voilà. Je sais pas si vous avez vu en version originale les épisodes Senseiya Hades après l'arc sanctuaire. Bah, c'est pas le même mec qui joue Seiya et ça se sent. Et quand Seiya revient dans Senseiya Omega, bah, il récupère sa voix originale et là aussi ça se sent. Donc Toru Furuya, indispensable, c'est Seiya. Il n'y a pas de problème. Mais il faut pas oublier ses compagnons. Celui qui joue Shiryu, donc c'est Hirotaka Suzuki. En France, on ne connaît pas d'autres rôles marquants, mais peut-on imaginer Shiryu avec une autre voix, une voix aussi docte, aussi martiale, d'un mec qui a été entraîné sous une cascade d'eau? Peut-on l'imaginer? Non, c'est impossible. Celui qui fait Hyoga, alors je me souviens plus de son nom, mais il n'a pas fait beaucoup de rôles, mais est-ce qu'on sent ces trémolos dans la voix quand il parle de sa mère? On le sent. Et est-ce qu'on le sent avec les nouveaux comédiens de Sensei Hades? Non. Voilà. On a Shun d'Andromède, joué par Ryo Horikawa. Shun en VO, c'est Vegeta. C'est le même mec. Voilà. Et grand regret pour ma part que dans Senseiya Hades, quand Shun révèle sa vraie nature, eh ben c'est pas la voix de Vegeta qu'on a, c'est un autre mec qui a une voix toute pourrie. Donc grand regret pour ma part, mais pour dire. Donc Shun, c'est aussi du top class. Et celui qui fait Ikki, alors qui n'a pas fait beaucoup de rôles non plus, il a fait Bartholomew Kuma dans One Piece. Bon, on l'entend pas beaucoup et il parle peu. Mais là aussi, c'est quelqu'un, dans les scènes émouvantes d'Ikki, et il en a, ce sont ces scènes fondatrices, vraiment les scènes tire-larmes. Ce comédien est exceptionnel. Voilà. Et donc, une des raisons du succès pour moi de Senseiya, au moins au Japon, et ensuite en France, pour ceux qui ont découvert la VO, c'est l'intensité de ce jeu. Ce sont ces comédiens qui étaient les personnages. Vraiment. Voilà. Et à titre d'anecdote, quand ils se sont retrouvés pour doubler le 5e film de Senseiya, sorti dans les années 2000, voilà, il y a des anecdotes comme quoi ils ont tous chialé entre eux, parce que c'était les retrouvailles, c'était émouvant, etc. Mais on avait des gens qui incarnaient les rôles et qui se connaissaient, voilà, qui allaient se bourrer la gueule ensemble, qui étaient une famille. Donc voilà. Et j'oubliais de citer Athena, Keiko Han, donc, qui a incarné des rôles assez emblématiques, plus au Japon qu'en France. Mais voilà, on avait comment dire, une bande de doubleurs vraiment exceptionnelle. Voilà. Et je tiens à insister là-dessus, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, pour dire qu'ils étaient exceptionnels, nous ont délivré une interprétation fabuleuse de ces rôles. Alors on va accélérer parce qu'on est déjà hyper en retard, mais j'aimerais quand même qu'on parle rapidement de l'arrivée en Europe, parce que Saint Seiya, c'est une série, on l'a dit, qui maintenant est mondiale. Et nous, on va s'attarder un petit peu sur l'arrivée en Europe. Le 6 avril 1988, un mercredi après-midi. C'est beau, ça, quelle précision. Ah ouais, ça débarque sur TF1 dans le club Dorothée. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour les plus jeunes, ouais, ça a l'air d'être un public assez mixte. Pour les plus jeunes d'entre vous, il faut imaginer qu'à l'époque, à la télé, en termes de dessins animés japonais, 88, c'était déjà Youpi, l'école est finie. Là, on avait déjà les gros créneaux. On avait tout le mercredi, on avait tout le samedi matin. Il y avait tous les soirs de la semaine, il y avait 2 heures, je crois. Il y avait 2 heures tous les soirs de la semaine sur TF1 et il y avait en plus 2 heures aussi sur la 5. Donc en fait, on a eu d'un coup la chance de découvrir un panel de dessins animés absolument incroyable. Et au milieu de ça, il y a tout d'un coup une œuvre d'une puissance incroyable qui débarque avec des mecs justement qui ont des armures de dingue. Alors évidemment, les armures en Europe, ça nous parle, sauf qu'ils se battent avec leurs poings, ils lancent des attaques, ils sont capables de fendre des cailloux en deux juste avec leurs poings, et ça devient un phénomène incroyable, quoi. Après chaque diffusion, le lendemain, dans la cour de l'école, il n'y a qu'un seul truc, c'est on parle que de ça, quoi. Que de l'épisode des Chevaliers du Zodiac et l'épisode de Dragon Ball, quoi. Mais moins Dragon Ball au début. Au début, c'est vraiment le phénomène, c'est les Chevaliers du Zodiac, quoi. Il y a même des personnes qui dansaient dans les cours de récréation, tu sais, yoga, etc. J'en connais. En fait, voilà, donc pour moi, le succès, il est lié au fait effectivement qu'il y avait peu de chaînes et qu'une chaîne comme TF1 faisait 60% de part de marché. Donc forcément, ce qui passait sur TF1, c'était très exposé. Et alors pourquoi Senseiya plutôt qu'une autre série? Je pense que ce qui a parlé beaucoup, c'était le côté mythologie grecque. Ça parlait à notre culture occidentale. Ça permet d'avoir une espèce de petite caution. Ah, mais au moins ça me permet de m'intéresser à quelque chose de culturel, mais tout en regardant un animé vraiment kiffant et qui apportait des choses qu'on ne voyait pas dans d'autres animés. C'était complètement nouveau pour nous à l'époque. Donc à mon avis, c'est ce qui fait que cette série a émergé. Évidemment, nous, on n'avait pas le côté doublage, même si le doublage était quand même de qualité.
malgré toutes les contraintes des doublages d'époque faits très très vite, avec seulement 5 comédiens qui font 200 chevaliers, on va pas revenir là-dessus, mais malgré tout, là aussi, il y avait une conviction et une énergie qui était quand même donnée là-dedans. Et puis voilà, mais c'était surtout la grosse machine qui était le Club Dorothée, qui a aussi été une fenêtre énorme, un petit peu à l'équivalent que pouvait être le Jump sur le manga. Ce qui passait dans cette émission était forcément très très exposé. C'est vrai que je voudrais rebondir sur ce que tu dis sur la VF. C'est important de noter ça, c'est que justement, on peut vraiment leur reconnaître ça aux comédiens de l'époque. C'est que, de leur aveu même, quand ces séries sont arrivées, Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant, Nicky Larson, tout ça, ils y comprenaient rien. Ils ne voyaient pas forcément ça comme étant un truc qui allait durer 30 ans, comme c'est le cas. Ils ne comprenaient pas les valeurs, ce que ça voulait dire, etc. Néanmoins, c'était un travail important. Et le chef de plateau, entre autres, voilà, ça plaît aux enfants, donc c'est quelque chose de bien. Donc on va faire les choses correctement. Et quand on les entend, on voit bien que les comédiens, alors des fois, effectivement, ils se retrouvent à se parler tout seul parce que le mec va faire une voix, puis la voix du mec en face, parce que le mec d'en face n'est pas là ce jour-là, ou je sais pas quoi. Ou c'était pas très bien traduit, mais voilà. pareil, c'était pas forcément mais le de leur mec faute. qui est là, le comédien, lui, il lit son texte, il le joue correctement, il y croit et il est à fond. Et c'est quand même ça le plus important, quoi. Ouais, c'est que contrairement à Ken le Survivant que tu citais, dans Senseiya, on n'entend jamais les comédiens en français se marrer. Enfin, ils font sérieusement et professionnellement. Et pour rebondir sur ce que disait Olivier, oui, l'aspect mythologie grecque a favorisé l'arrivée et la prise de Senseiya en France, mais j'ai envie de citer la logique inverse, c'est que Senseiya a motivé des générations d'enfants à s'intéresser à la mythologie grecque. Et j'en fais partie, pour le coup. C'est que ça nous a ouvert un horizon vers lequel on serait peut-être arrivé naturellement, hein, avec ce qu'on étudie à l'école ou la culture ambiante. Mais voilà, Senseiya a fabriqué des spécialistes de la mythologie grecque et d'autres mythologies, Asgard, etc. Mais ça, voilà, c'est la force du manga. C'est-à-dire que les fans des Chevaliers du Zodiac vont s'intéresser à la mythologie grecque, tout comme les joueurs ceux qui découvrent Olivier Tom vont se mettre au foot. Je veux dire, on a de nombreux joueurs de foot professionnels qui l'avouent avoir regardé ça quand ils étaient jeunes. Tout comme Jeanne et Serge, qui est, je crois, d'ailleurs du même studio au Japon, si je dis pas de bêtises, a été produit à l'époque pour les Jeux de Séoul. Et effectivement, il y a plein de gens qui se sont mis au volleyball pour ça. Et c'est systématique. Hikaru no Go a permis en France et au Japon de relancer l'intérêt des clubs de Go. Alors évidemment, en France, ça n'a pas eu le même impact qu'au Japon, mais quand même. Donc voilà, c'est vraiment la force du manga. Oui, un énorme succès, mais malheureusement, à un moment donné, la série a commencé à décliner à cause de petits, on va dire, de petits soucis, de petites erreurs. Quelqu'un voudrait nous dire un petit peu pourquoi Sento Seiya a commencé à partir en cacahuète? Est-ce que c'était la fin d'un cycle? C'est ça. Je pense qu'en fait, on franchissait les années 90 et je pense que pour certains des producteurs, peut-être pour Toei, pour la chaîne de télé, c'était une série des années 80 et beaucoup de gens voulaient que le dernier arc Hades soit adapté. Et voilà, à un moment, eh bien, voilà, les producteurs ont décidé que non, c'était plus dans le coup. Et il y a quelque chose qui est retombé à ce moment-là. Il y avait l'opportunité de faire des OAV, de faire des films, mais pour plein de raisons qu'on ne va pas développer, qui seraient un peu long d'expliquer, qui sont plutôt des mésententes entre producteurs ou des choses comme ça, ou des rendez-vous manqués tout simplement. C'est vrai que Senseiya va tomber un petit peu en disgrâce, plus personne n'y croit, et ça va durer 15 ans. Ça va durer 15 ans, jusqu'en 2002, où le projet d'adapter enfin... Alors c'est vraiment unique, parce que c'est très très rare, surtout à cette époque-là, qu'on aille repêcher une série des années 80 et qu'en 2000, on décide de la reprendre et de la reprendre vraiment là où on l'avait laissée, avec le même design, sans faire un remake, sans faire quelque chose. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 2002 pour que ça reparte, et que ça reparte tellement bien que le revival de Senseiya, il continue encore aujourd'hui. Et j'aime bien donner cette anecdote, mais finalement, il dure plus longtemps que la série d'origine elle-même, où finalement le succès a été sur 6-7 ans. Et aujourd'hui, depuis 2002, il continue toujours d'y avoir des séries. Il y a encore des nouveaux mangas qui sont publiés. Il y a encore des nouvelles figurines qui sont faites encore aujourd'hui. Voilà. Donc là, on a vraiment... le phénomène revival qui a fonctionné, mais à plein régime. Des fois on pense à l'overdose, mais en fait non, je pense que les fans sont toujours contents de voir encore des nouvelles choses qui arrivent. Alors je ne sais pas si vous avez une explication vraiment sur les raisons de ce revival. Est-ce qu'il arrive au bon moment? Alors
plutôt que du revival, je rebondis sur la question originale de Loud, qui disait la série décline, qu'est-ce qu'il peut l'expliquer? Alors décline, ça se discute, on est là pour ça, mais une hypothèse toute personnelle, je parle surtout de la décennie 2010, parce que le revival, en effet, c'est que du bénéfice. Enfin, vraiment, c'est le retour d'une licence qui, on pensait pas qu'elle était attendue, mais elle a trouvé tout de suite son public. Bon, en France, ça coïncide avec l'arrivée de la DSL dans les foyers, c'est pas innocent. Voilà, il y a des choses qui se passent. Après, ce qui a été fait depuis 2010, et cette impression de déclin, pourquoi? Moi, à mon avis, et c'est tout à fait personnel, c'est qu'on essaie de faire la même chose, en changeant 2-3 trucs pour s'adapter, mais on essaie de faire la même chose, la série des années 80, mais à une époque qui a évolué. Et finalement, il y a une déception. Enfin, on ne peut plus réutiliser les mêmes recettes qu'avant, les mêmes maintenant. Donc voilà, moi personnellement, encore une fois, je parle que personnellement, désolé, mais ce que j'attends de Senseiya maintenant, c'est qu'on ait offrez-nous du nouveau. Vous n'arriverez jamais à refaire l'ancien Senseiya le même, ça sert à rien, c'est pas la peine. Offrez-nous du nouveau et on sera là. Moi, je vois ce que tu veux dire, et en tant que fan de la série originelle, c'est normal que tu penses ça. Je le pense aussi à titre personnel. Mais quand je regarde par contre la situation globale, je suis assez d'accord avec Olivier sur le fait que pour une série qui était morte dans les années 90, quand on regarde, mine de rien, il y a Lost Canvas qui est arrivé, le manga il a cartonné, le dessin animé il a eu, je pense, un succès très honnête. Il y a eu tous les tous les spin-offs de Lost Canvas. Il y a depuis donc Sentia Show qui a continué. Il y a eu Omega. Il y a Soul of Gold, malgré la qualité que ça a, mine de rien, voilà. Il y a une vivacité de la licence qu'on peut pas nier et qui, à mon avis, effectivement, est la preuve que la licence est pas complètement morte. Et pourquoi, à mon avis, ça tient justement dans les valeurs intrinsèques de la série, qui fait que du coup, tant qu'on respecte ces valeurs minimum, et même en faisant un truc à moitié cuit, ça reste un truc vachement mieux qu'un truc complet qui a pas ces valeurs. Ce sont des valeurs intemporelles. C'est ça. Je pense que tout a été dit. Enfin, tout. Non, bien évidemment. Ah bah non, tout n'a on pas été pourrait en dit. dire encore pendant 3 heures là. Ouais. Oui, on avait préparé énormément, mais voilà, on avait un créneau de 45 minutes qu'on a essayé d'exploiter le mieux possible. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, je vous remercie tous d'être restés, d'avoir assisté à cette conférence. Merci à Japan Expo de nous avoir donné la possibilité de la mettre en place. Merci aux intervenants, Sébastien Agoguet, Olivier Fallet, Jean-Philippe Dubrul. Merci aussi, je tiens à préciser, au site Sentoseiyapedia, sur lequel j'ai trouvé moult inspirations. Et puis aussi Archange, alors Archange que je ne connais pas, mais je le salue, parce qu'il a traduit, je ne dis pas l'intégralité, mais énormément d'interviews de Kurumada, de staff. Merci à Kurumada. Hein, merci à Kurumada. Il n'est pas là, mais et merci à tous ceux qui ont travaillé sur donc, Senseiya. Kurumada n'aime pas prendre l'avion, donc ça sera toujours très compliqué de le faire venir un jour en Europe. Il a des problèmes de dos, je crois. Il ne veut pas prendre l'avion. D'accord. Donc à moins qu'il ait beaucoup de temps et qu'on le fasse venir par bateau. En container, ouais. Voilà. Dans une boîte. C'est une des raisons principales qui fait qu'il n'est encore jamais venu dans un grand événement européen. Chinese Box. Et puis je terminerai avec une phrase qui va peut-être vous parler. Alors je ne sais pas si en japonais elle vous parle. Moi elle me parle. En tout cas je vous la traduirai en française. Kimi wa kosmo wo kanjita koto ga aru ka. Ça, tous les épisodes de Sentoseiya se terminent par cette phrase-là, qu'on pourrait traduire par « Avez-vous déjà ressenti le cosmos ?» Mais je pense que je connais déjà la réponse. Merci beaucoup. à tous. Merci. Merci.